Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être venus chez Caribe ce soir. On est très heureux, dans cette période pourtant de vacances et de froid glacial, d'accueillir les éditions Tinbad, qui vont nous parler des cahiers de Tinbad, et plus précisément du numéro 5 de la revue, mais plus généralement du projet de Tinbad. Et puis Jules Vipaldo, dont on avait beaucoup aimé le un peu déroutant Pauvre Baudelaire il y a quelques années, et qui nous offre maintenant donc chez Tinbad le banquet de plafond, dont on parlera tout à l'heure, qui est bien entendu un livre de philosophie, comme vous vous en doutez, comme son titre l'indique. Moi, je voulais juste dire un mot en fait sur ma rencontre avec Tinbad, qui est une rencontre qui au départ s'est passée, il faut bien le dire, dans la ville du Mans, parce que j'ai découvert Tinbad en fait par les auteurs que j'avais connus au doigt dans la prose, à commencer par Christophe Hainaut, et puis ensuite, peut-être surtout pour moi, en tout cas, Perrine Lequerec, une auteure que j'adore, et je ne peux que vous recommander, enfin vous le connaissez déjà, Mes Ruines, un travail sur Unique Azurne qui est absolument magnifique, en fait fait par Perrine Lequerec chez Tinbad Poésie. Alors on parlera peut-être tout à l'heure de Tinbad Poésie, enfin bon là, qu'est-ce que la poésie ma foi. Un troisième auteur donc qui également a été publié au doigt dans la prose, donc éditeur aujourd'hui en sommeil, mais qui a laissé un héritage précieux. Donc Jules Vipaldo qu'on accueille ce soir avec un ouvrage qui s'appelait Pauvre Baudelaire, dont il reste deux rarissimes exemplaires encore en vente là. Et moi j'avais été très surpris par ce texte, même dérouté. Et puis après un moment de flottement, je suis entré dedans et je me suis dit waouh, il y a vraiment quelque chose. Et du coup, quand j'ai appris donc par Guillaume Basquin que un deuxième texte arrivait donc maintenant chez Tinbad, le banquet de plafond, ben, je me suis réjoui. Je me suis méfié aussi, je me suis dit je vais encore être dérouté, et je l'ai été évidemment. Donc ce que je vous propose c'est d'écouter en fait plusieurs extraits du banquet de plafond, et puis ensuite je poserai brièvement trois questions qui me tiennent à cœur en fait à Jules Vipaldo, une fois qu'on aura entendu le texte. Bon, je vais faire un peu plus court. J'ai bien peur d'être très peu sérieux après tout ce qu'on a entendu. Je vais faire un peu hiatus, hein, je suis désolé. Ce sera une des questions. Évidemment, je m'appelle Jules Vipaldo, vous l'avez compris. Mais à l'intérieur de ce dernier livre, Jules Vipaldo devient un personnage. Et je me suis dit, il faudrait peut-être que je lui trouve un accessoire. Et donc, je me suis réuni en colloque avec moi-même, et on a choisi de faire une paire de lunettes qui seraient les lunettes de Jules. Voilà. Et ça change tout, je pense. Je crois que là, je peux arrêter mon intervention. Alors, je fais un petit peu de place pour s'asseoir. Dans ce nouveau livre, donc publié chez Tinbad, il y a, on va dire, trois thématiques, de manière un peu pompeuse de présenter les choses, qui s'entrecroisent. L'une d'elles, je n'en parlerai pas, on en parlera tout à l'heure avec Hugo Robert. L'une, c'est en fait plus marrante, qui est Jules devant quelques situations de la vie ordinaire, dont le chapitre que je vais vous lire, qui s'appelle Autocentré. Et le thème principal, c'est un thème qui donne son titre à l'ouvrage, qui est donc une sorte d'arrivée donc massive de petits animaux qui viennent perturber le sommeil de l'auteur, un prétendu auteur. Donc, autocentré. Quelle idée d'avoir pris un texte recto verso. Jules s'est mis en devoir d'entretenir la japonaise de ses parents. Une phrase, un rien cocasse, dont il n'est pas sûr au fond de bien comprendre tous les attendus, tous les entendus. Une phrase qu'il conviendra de répéter plusieurs fois, si possible à haute voix, pour bien s'en pénétrer, pour bien s'en dépêtrer. Jules s'est mis en devoir d'entretenir la japonaise de ses parents. Tant qu'à faire, autant que ce soit une japonaise, ajoute-t-il comme pour lui-même, ou comme pour un autre lui-même. Vous voyez le tableau ? Un Koro, las des histoires de Toto qui ne l'amuse pas d'un iota. Corolla, Toto, iota, on y est. Une japonaise, quoi.
Une japonaise, très bien, pas besoin de nous faire un dessin, de nous en faire des caisses, de nous en faire une caisse. Jules joue au client parano, il exige une vie d'ange parfaite, des filtres d'amour, flambant neufs, pour mieux huiler, lubrifier les rouages de son auto-fiction. La rouerie des mots et expressions est constante, continue et compte tenu du discours. Une japonaise parfaitement. Vous voyez, je vois et même je visualise. Le syntagme bonne routière, bien roulée, aussi carrossée enjolivée soit-il, tomberait à coup sûr sous le coup de la loi du mauvais genre. Je vois et même Jules exige un service 4 étoiles, un train de pneus dispendieux, une pression sans dépression, histoire de rouler sans y penser et surtout sans se faire rouler. Tant qu'il y aura des gommes, puissamment gainées, racées, rainurées et rapides, nous roulerons notre bosse tranquille, lance-t-il, l'œil égrillard, en pleine auto-parodie. Il s'est pointé bien avant l'heure, au rendez-vous pris la veille. Le ciel est bas, l'uniforme de rigueur. L'employé module sa prise de commande d'une voix suave, huilée, très professionnelle. Conseille ceci, déconseille cela, demande un portable qu'il n'a pas. Rebelle de Cadix, ou disons de plein pied, Jules se targue de n'avoir aucun coup de fil à la patte. Il n'est pas de ces bataillons d'aliénés qui ont fait de la communication leur religion. Ou encore, il ne souscrit pas à cette religion communicationnelle dont les prosélytes sont partout. Il refuse d'être lié et aliéné et en permanence relié. Anti-nazi primaire, il bloque sur Munich, son douloureux écho à l'intérieur du mot, et sent bien que quelque chose là-dedans nique la communication. En somme, il fait partie de ces gens qui ne sont jamais là quand on les sonne. Mais revenons à notre japonaise. Impression soleil levant, et ouvrons le capot pour voir de quel dessous elle se chauffe, elle nous chauffe. Le mécano la considère d'un œil expert. Jules, pourtant nul dans ce domaine exotique, donnerait presque le change, son frère l'ayant le soir même piloté pour les consignes de piste, pour les consignes à donner. « Ah, on voit qu'elle en a !» s'exclame-t-il. J'ai décidé de faire un mécano breton avec l'accent de Marseille. « Ah, on voit qu'elle en a !» s'exclame-t-il dans son jargon technique. « Et puis, elle est bien foutue, hein. C'est pas de l'européenne, ça, monsieur. Vous avez vu comme c'est nickel dedans comme dehors, hein ?» L'impudique nudité de la mécanique lui saute brusquement aux yeux. Pour un peu, Jules se sentirait presque gêné, bredouillant quelque assentiment coupable, ou mal assumé, en direction de l'expert. Tant il est vrai que tout type plongé assez longtemps sous un capot finit par causer comme un mécano des mots, M-A-U-X, ou des mots M-O-T-S. Mais déjà, ce dernier, recueilli comme un paroissien devant le menu fricotin du bois de Boulogne, tâte telle ou telle partie d'une main ferme tout en prenant la mesure des travaux. Ah, c'est japonaise. Jules, les yeux ronds, marche sur des billes, conscient que son attitude et sa voiture véhiculent une certaine image de lui, mais laquelle? Et pour qui roule-t-il, peut-on se demander, à la lecture de sa carte de visite qu'il choisit prestement de rempocher, Jules Vipaldo, gentleman farceur, bricoles et poèmes en tout genre. Et ça, vous voyez, c'est le moteur, une merveille. Et là, ô unique objet de mon bouleversement, s'enflamme-t-il, tel un amoureux de tautomobile, retrouvant soudain et de façon inattendue des rudiments de lettres classiques, c'est l'arbre à cames. L'arbre aux camélias? Non, l'arbre à cames. L'arbre à cames, je me ferais bien une injection, moi. Le cœur battant et tournant de l'affaire qui commande aux soupapes sensibles, au culbuteur rebondit là et là. Ah, monsieur, je vous le disais, ce n'est pas un modèle courant, même un top modèle courant que vous avez là, mais une japonaise. Ah, les japonaises. Pour un mécano, il manie bien la clé de mots crantée, les jeux de molettes et de dynamo, et déculotte audacieusement phrases d'explication et phases d'exposition. Jules
cependant ne pige rien, n'entrave que dalle à ces histoires qu'on ne raconte que sous le capot. L'essence de la chose et le sens, la chose, le sidère. Les principes du moteur à explosion de rire lui demeurent étrangers. Il a beau faire, même guidé par son frère, il ne goûte pas la motoculture, ne parle pas la langue, et encore moins les langues zo. La japonaise est un mythe, un mystère qu'on ne peut ainsi déflorer. Il ne veut rien savoir de sa beauté intérieure, de son goût de la panne ou de la fonction de ses organes. Il est léger, mais pas comme Alexis, le poète des étudiants transis. Il préfère effleurer la surface plutôt que de sombrer dans les profondeurs abyssales de la mécanique des corps. Il veut, en outre et simplement, continuer de s'émouvoir de la qualité inénarrable de ses formes et de sa plastique, aussi nippone soit-elle. Voilà, je vais commencer par ça, et donc j'entre dans le vif du sujet, pas trop longtemps. Donc le banquet de plafond, une petite exergue qui figure là, ne pas confondre Souriquois, nation indienne de l'Amérique du Nord, avec Souriquois, qui appartient à la souris, qui tient de la souris, dont ce texte. Petite musique de nuit. Réveil en sursaut du lit, ça court quelque part au-dessus de lui. On entend distinctement le tac-tac-tac-tac des pattes sur les grandes plaques de placo qui recouvrent le plafond mansardé de sa chambre. À moins que ce ne soit un tic-tic-tic-tic-tic. Il n'est pas bien sûr de la nature de l'onomatopée qui lui tape à l'instant sur les nerfs. Kezako, qui va là, qui ose ainsi troubler le sommeil de ses nuits, qui, ruée de souris, délurée en mode Roland Petit, lapin blanc réchappé d'un grand livre et visiblement en retard, sauterie de Loire amateur de bonne chair, réunion de petits rats à l'heure de l'apéro, Jules s'interroge, en se frottant les yeux ou en se grattant la tête, l'un après l'autre ou les deux à la fois si c'est possible. Le tic-tic-tic-tic-tic-tic reprend, oui, il penche maintenant pour un tic-tic-tic-tic-tic, plus proche de ce qu'il entend. Tic-tic-tic-tic-tic. Tiens, là, encore. Vous avez entendu? Vous entendez? Tic-tic-tic-tic. C'est audible, non? Au rat pilant. Comment voulez-vous dormir avec ça? C'est comme des pas de danse sur les planches. La nuit fait des claquettes. Imaginez un mini corps de ballet, souriant en tutu, s'exerçant à faire des pointes, petit rat s'exécutant, hop, hop, d'un même ensemble, genre Walt is Walt, disco bien né, Disney & Co. Le chat n'est pas là, à moins que Jules n'ait une musaraigne dans le plafond. Non, pas Jules, pas lui. Il a déjà des acouphènes, il pourrait très bien percevoir d'autres bruits fantômes, des infrapercussions par exemple. Entendre des pas, c'est un peu comme entendre des voix, non? Voilà que ça recommence. Ça semble bien réel, ce n'est donc pas dans sa tête, et le chat n'est pas là. Des rongeurs auraient élu domicile sous son toit, et même dominicile, ou plutôt dans les combles. N'est-ce pas un comble? Ils se sont invités à un banquet de plafond, sans préavis et sans prévenir, chez lui, et depuis, il lui marche sur la tête, la nuit, surtout. Ça vous laisse rongeur, non? Moi aussi. Ça trotte et trottine tranquille, mettant fin à la sienne. Ça court et se course de ci, de là, à n'importe quelle heure, au cœur de la nuit, où c'est connu, tous les rats sont gris, grisés par leur appétit dévorant, débordant. Une excitation s'empare d'eux, une sexcitation s'empare d'eux, quel qu'il soit, raseur ou phraseur, souris ou rat, tic, 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 tic. Ça trotte et tambourine comme sur du bois, caisse de résonance du placo, implacablement, histoire de vous mettre les nerfs en pelote. Sur le bout des ongles, la griffe ou le style, ça tic 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 sur les pointes, donc hop hop comme à l'entraînement, à la parade, sur les pointes cloudues qui s'enfoncent peu à peu dans l'os de son crâne, tic 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 tic, lorsqu'il ou elle se pointe la nuit à l'improviste pour faire la vie. Le bruit résonne, le bruit de leurs petites papates sur les plaques, le bruit de leurs papates rats rapides,
4 par spécimen, chaque spécimen pouvant se reproduire 8 à 10 fois par an pour une portée de 6 à 8 individus. Et le bruit se voit arythmé, commence décuplé à chaque nouvelle portée, à chaque nouveau balai. Béjart, vous avez dit Béjart? Sur les pointes, les petites pointes des petites papates, hop, hop, qui lui tapent sur le ciboulot, le cigare, le carafon, lui tapent sur la cafetière bouillante et bouillonnante à la fois, comme autant de pointes d'ongles lui tapotant l'occiput. Nocturne pour percussion griffue et course-poursuite. Les petites pointes des petites papates qui prennent sa calvitie pour un parterre, une paterne, les sales danseuses, les vicieuses petites créatures. Jules n'en peut. Toutes les nuits, ça le réveille, le révolte, l'ulcère, les tempes, le met dans un état de nerfs indescriptible, ou disons dans un état proche de l'auto-rhino féroce. La toiture en feu, il est à la torture. Ça ne peut plus durer. Va falloir faire quelque chose. Il ne pourra longtemps encore l'endurer. C'est le supplice de la goutte, de la poutre. Leur écoute obligée vous coûte et pas moyen de s'esquiver, de se retrancher, de regagner sa chambre. Tendu, vous subissez. La petite bébête qui court, vous court sur et dans la tête. La petite bébête vous bourre le dur, vous hache la patience au menu, vous court sur la couenne, tel un haricot sauteur et ricaneur ou racaneur. Le rat a bon dos et la souris, paraît-il, méduse. De là à grimper sur une chaise ou au rideau, au sous-rideau, avec des petits cris hystériques, orgasmiques, il y a de la marge, une sacrée marge, c'est Jules qui vous le dit. Mais ça n'arrête pas, un vrai moulin. Rentre ici. Pardon. On comprend pourquoi ils ou elles sont attirés par son grain, son petit grain de folie ou de tchatchaboté. Je te ferais bien un carton, moi, avant qu'il ou elle ne le grignote, avant qu'il ou elle ne boulotte tout. Un cartoon furibard et même furibabard, forcément exagéré avec ses minets survitaminés et pour le moins déterminés, avec ses matous vus au canif et canines acérées. Des pièges à tous les étages, de la cicave au grognet, des pièges en veux-tu en vois pas, et puis des décadrages, des cavalcades et autres caravacades, des poursuites en ragnole, des agissements de Rastignac, des effets spécieux, des ratatières et des souricières, tout ce qu'il y a de plus sournoise. Sournoise, anti-bruit, quoi. Mais ça trotte et ça crotte allègrement tant qu'on y est, la nuit venue, de mulot. Ça trotte et triture ses lambeaux de sommeil, la pâte-mot de ses rêves. Ça trottine et chabotine, ça mouline des 4 papates et ça dérape et patine parfois dans les virages, les virées à gogo, les viragos pris sur les chats plein pot de roupie, de toupie, à la mussarde, dans les recoins de la sente, les angles de la charpente, les contrepentes et les coulisses de sa mansarde B&B Gouden. Légèrement crispant lorsque cela vous réveille, avec le sourire, bien sûr. Un sourire pour le monde ranimal, ranimateur de nos nuits. Jules glose sur ses décombres intimes, rumine les ruines de ses nuits défaites, défuntes, qui ose ainsi gratter sur son sommeil et gâter son caractère, lui si paisible d'habitude, qui s'amuse à le mettre ainsi en pétard ou en boule. Quelle souris noctambule, quel loir amateur de petits noirs, mettant à profit leur loisir, quelle troupe de rats soifards surfant sur les plaques d'un vague plancher. Le nuisible le gagne en même temps que l'ennui, que sa cour de partout le prendra de court. Ils ont investi son grenier, pourtant sans grain, sans gain, sans rapine possible, hormis le bé à bois, le plat de coco, couche épaisse d'isolant. C'est désolant, ça le désole qui le désoste. Et il se manifeste avant de l'infester. Et il est à craindre que la chose ne se reproduise. Et elle se reproduira, semble-t-il, penser assis sur son lit, les traits tirés, les cheveux en rataille. Va falloir songer à recourir aux sévices de Bobillot, spécialiste de la prose des rats, ou d'un exterminateur, ou d'un extermini-tueur. Voilà, on va rester là pour elle. Merci pour les souris, merci pour elle.
2 petits chapitres, comme ça, le reste, vous le découvrirez par la lecture. Toujours en garder un peu souvent. Les allusions à Lacan n'étaient pas déplacées. Oui, en tout cas, ça joue, c'est sûr. J'avais juste trois brèves questions, en fait. Bon, je pense que vous aurez. Attends, je remets les lunettes, parce que c'est pas du tout les lunettes normales. Les lunettes de l'auteur. Les lunettes de l'auteur et non plus du personnage. Voilà. Bonsoir. Non, mais une chose qui est frappante, mais en fait, ma première question obtient déjà sa réponse par la lecture, parce que ce texte, c'était déjà le cas avec Pauvre Baudelaire. Certains d'entre vous l'ont dans les mains. Vous voyez à quel point il joue en fait avec toutes les ressources du langage. Ça, on l'a bien saisi et on va en reparler. Mais il joue avec notamment les ressources de la typographie et notamment des signes, des parenthèses, des slash, en fait, des barres obliques, des alternatives, parfois de mots superposés, en fait, légèrement superposés pour proposer une double lecture possible. Et en lisant ça, comme tout le monde, sur la page, je me disais, mais par rapport à l'aspect poésie sonore, lecture, justement, comment on peut s'en sortir pour faire ce truc-là? Et donc c'était ma question, mais je pense que tu y as déjà répondu en lisant, en fait. Alors, j'ai une réponse aussi. C'est évident que tu peux toujours tout faire tout seul, mais c'est plus compliqué, parce qu'il faut sortir ce que moi j'appelle le surtexte, et j'appelle ça après, non pas le sous-texte, mais le sous-texte. C'est-à-dire qu'en fait, j'ouvre plein de choses qui relèvent d'une sorte de fantaisie polysémique, quoi, ou une sorte de polyphonie, quoi, voilà. Et donc, moi, ce que j'aime bien, c'est de le faire à plusieurs voix. Parce que là, évidemment, c'est beaucoup plus juste du point de vue de la proposition. Bon, mais il faut... Je me débrouille tout seul aussi quand je suis tout seul. Hein, mais, voilà. Donc, et finalement, tu peux le faire. Ça prend plus de relief si d'un seul coup, les fameuses parenthèses, les sortes de commentaires sont pris par d'autres. Donc, toi, tu as la voix principale et puis d'autres choses viennent s'insérer. Et donc, ça joue beaucoup plus. Ça donne plus à entendre le mot de partition est un peu pompeux, mais voilà, l'effet partition que peut avoir un texte comme ça. Après, sur la question du registre, en fait, c'est volontairement très bête. C'est-à-dire que je viens d'une... Moi, je suis pas du tout d'accord avec ça. Hein. Non, mais c'est pas que bête, mais ça assume aussi une certaine... ça assume tout ce qui est possible de faire jouer, donc du jeu de mots le plus débile, à des choses beaucoup plus fines, dans le même moment, parce qu'il y a une volonté de miner un peu l'effet de sérieux et la posture d'une écriture qui se met en place. Voilà. Il y a un effet de scier la branche sur laquelle je suis assis en permanence. Et ça, dans les différents thèmes, alors je vais certainement pas faire une revue thématique, on n'a pas vraiment le temps, puis c'est pas l'objet. Puis en fait, sur ce type de texte, je pense que c'est vraiment préférable pour chacun de découvrir à quel point, justement, les registres sont variés et entremêlés. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans un mélange très rusé, très habile, de culture populaire, qui inclut des calembours qui sont pas nécessairement débiles, qui sont des calembours, effectivement, disant, mais il fallait oser. Enfin, remarque qu'on se faisait il y a 15 jours avec Christian Prigent, ici même, à propos justement de certains calembours qu'il faut oser parce qu'ils ont leur truc, mettre la pâtée à Marconi, par exemple. Et ce genre de choses. Et moi, je trouve que ça a une vraie saveur et de proposer simultanément, parce que là, l'écriture est vraiment sur un mode de simultanéité, une lecture savante, une interprétation justement très profonde, sérieuse en fait, du fait que c'est pas anodin d'entendre des rats et des trottinements en fait dans son plafond, qu'il fasse un banquet philosophique ou pas. Il y a en permanence et aussi bien sur ce thème donc des rats ou des souris, des rongeurs dans le plafond, que sur le thème de comment utiliser la motoculture sur un champ en pente, ou de faire réparer sa japonaise. Il y a à chaque fois une façon de faire en fait qui est que moi je trouve un peu miraculeuse parce que j'avais du mal en fait à imaginer à la lecture comment la voix pouvait s'en sortir en fait pour arriver à faire sentir ces mots insérés, c'est tiré à l'intérieur des mots, et puis les alternatives quand elles sont superposées. Oui, après bon, je pense on peut toujours aussi faire mieux. Tu vois, ça peut être aussi beaucoup plus méticuleux, précis, etc.
ça demande de préparer beaucoup plus la lecture, de venir dans un cadre qui s'y prête, etc. Mais bon, de toute façon, ça y est, tu vois. Donc, comme ça joue, c'est peut-être quand même plus facile à faire que l'on croit, parce que la langue appelle ça. Tu vois, parce que il y a un effet d'entraînement de la langue. Et d'ailleurs, dans l'écriture, c'est pas tellement que les chants savants ou populaires soient systématiquement mis en avant, c'est que on les entend. Quand tu écris, ils sont là. Donc, soit tu décides de ne pas. Moi, je viens d'une tradition où il faut pas, faut les gommer, les interdire. Donc, la petite révolution, c'est de dire, non, on va tout faire entendre. Tout ce qui vient a le droit d'être là. Le tout, c'est que toi, tu puisses l'amener et l'articuler de manière suffisamment intelligente. En tout cas, intelligente, je sais pas, c'est pas vraiment le mot, mais en tout cas, que c'est du sens, quoi. Qu'à la fin, c'est du sens, qu'on ne sorte pas de la ligne qui s'est fixée d'un point A à un point B. Après, la différence avec Pauvre Baudelaire, qui est un texte où il y a des personnages aussi, mais voilà. Ça part toujours de petites choses qui sont prises dans la vie quotidienne, hein, évidemment. Là, la distance, c'est l'introduction du personnage, parvient à mettre la distance. Si tu veux, c'est le fait d'avoir mis le personnage de Jules qui m'a permis de pouvoir parler de manière un peu distanciée et drôle, peut-être parfois d'un problème de tondeuse à gazon, d'un problème de souris, etc., qui sont des situations réelles, quoi. Voilà, ça part de choses réelles. Comme, après, tu as vu que la troisième thématique dont on n'a pas parlé, c'est un questionnement sur qu'est-ce que tu fais, quoi. Justement, je trouve, alors, voilà, dans les extraits, tu l'as moins fait sentir, même si elle est là en filigrane, mais il y a effectivement une partie de l'ouvrage qui, sous une forme différente de celle qu'il y avait déjà dans Pauvre Baudelaire, mais qui convoque en fait vraiment une interrogation intime, fondamentale sur c'est quoi écrire, c'est quoi la littérature. Et donc il y a un questionnement intime, personnel, et puis il y a aussi un questionnement qui mobilise vraiment le banc et l'arrière-ban des littérateurs, des poètes, des romanciers, et qui les passe au crible, alors très vif, c'est pas justement, c'est pas un essai, c'est pas... mais il y a des choses, et il y a des grosses vacheries, mais vraiment des grosses vacheries. Et puis il y a aussi des moments de tendresse, et parfois pour les mêmes auteurs. Et c'est ça que je trouve admirable, c'est d'accepter le fait que la lectrice ou le lecteur, boulimique ou non, est quelqu'un qui peut avoir vraiment le mélange de tendresse et de désespoir par rapport à un auteur ou une autrice donnée. Et que le refléter dans un ouvrage comme ça, qui n'est pas un essai, mais qui est justement une prose poétique. On ne sait pas trop ce que c'est. On ne sait pas trop ce que c'est, hein, mais ouf, d'un seul coup, on voit, bon, et là on en a entendu un qui passait comme ça, brutalement, il y avait Saint-Jean Perse qui a fait une petite apparition, qui a fait un coucou, mais à des moments beaucoup plus incisifs, il y a un bon paquet d'auteurs, en fait, qui sont plaqués brutalement au mur, et puis pour leur dire, mais alors, toi, qu'est-ce que tu as à dire par rapport à mon problème, quoi. Enfin, et je trouve qu'il y a une façon de le faire qui est impressionnante, et donc, ma question, bon, on pourrait y passer des heures, mais en quelques mots, serait de dire, par rapport à ce paysage, donc, et ça, il faut lire le banquet de plafond pour s'en pénétrer, mais toi, quels seraient les gens dont tu te sens proche, en fait, s'il y en a. Moi, je dis des tas de choses, évidemment, comme tout le monde, hein. Des choses d'ailleurs que je ne convoque pas forcément, mais disons que moi j'ai l'impression qu'il y a quand même peu de place pour quelque chose qui serait du rire en littérature. En tout cas, pendant très longtemps, avant de tomber sur des éditeurs courageux et des libraires courageux aussi, et quelques lecteurs, cet espace-là n'était pas possible, n'était pas ouvert. Il y a eu un auteur important pour moi au Seuil dans les années telles quelles, qui était Maurice Roche. Mais le problème étant, c'est que si tu arrives après Maurice Roche, les gens vont te plaquer sur la référence qui est un peu personne ne sait qui c'est aujourd'hui, hein, mais qui est un peu écrasante pour moi en tout cas.
Et donc, il n'est pas possible d'écrire dans cette voie-là parce que il y a déjà eu Maurice Roche. Ou de l'autre côté, on va dire, il y a Verhaegen, poète belge, qui joue beaucoup sur les mots. Et donc, voilà, moi je suis dans un espace qui est par là, qui joue avec ces codes-là, en tout cas. Et beaucoup sur Maurice Roche. J'ai même commis une sorte de tombeau de Maurice Roche qui est totalement épuisé, qui était publié sous le manteau un peu par des petites éditions. Ce qui est clair, c'est que moi, c'est du Maurice Roche, mais light, quoi. Tu vois, enfin, il y a quelque chose de tragique chez Maurice Roche, qu'il n'y a pas forcément dans ce que je fais. Mais je me sers de des codes qu'il a mis en place, ouais, de certains codes, en tout cas dans le rapport page-partition. Voilà, juste ça. Et après, dans la façon dont il faisait glisser des choses très facilement. Et je ne sais pas si vous connaissez, il y a un auteur qui est dans le champ de la poésie, qui publie chez POL, qui s'appelle Frédéric Léal. Vous connaissez ça? Qui aujourd'hui écrit des sortes de romans, quoi. Mais il a commencé par écrire des textes comme ça, qui étaient très éclatés sur la page, et qui étaient très dans l'oralité, dans une forme d'oralité. C'est-à-dire qu'en fait, on entendait des voix, et au départ, on est un peu dérouté, comme tu disais, et en fait, on rentre très très vite, et on se rend compte que c'est une sorte de voix qui fonctionne très bien, et on est pris par ça. Et la présentation qui paraît presque... ouais, on va pas dire malarmienne, parce qu'en fait, c'est pas du tout ça, mais oui, il y a une espèce de déflagration dans la page, comme ça, d'ouverture, et on est très clairement dans quelque chose qui ne peut s'entendre que si on accepte de l'entendre. C'est-à-dire que si un lecteur qui attend la moindre question de sérieux de la part de ça ne va pas comprendre ce qui se passe, quoi. Si on se laisse un peu aller, on est tout de suite dedans. Donc, moi, je suis dans cet espace-là qui est à inventer, il y a d'autres références aussi possibles, hein, je ne vais pas m'étendre trop, mais moi, ce qui me semble en tout cas, c'est que ça va contre un certain esprit de sérieux, non pas qu'il ne faille pas être sérieux. Dieu sait qu'il y a des gens qui ont travaillé dans cette salle, donc ils savent qu'il faut être sérieux, mais qu'il y a une forme de posture qui est parfois détestable. Et y compris quand l'auteur se prend pour un auteur. Donc, d'une certaine manière, l'ironie, l'autodérision, enfin, ou la question, la bêtise, elle doit d'abord se retourner contre l'auteur qui se prend pour l'auteur. Et Jules, personnage, s'interroge sur qu'est-ce que je peux faire après tout ce qui a été fait finalement, et comment je peux lutter contre cette forme dominante qui est le roman, pour lequel des gens ont été formatés. Je ne parle pas forcément que des auteurs, je parle aussi des lecteurs, qui fait qu'ils n'acceptent pas de voir autre chose ou de lire autre chose que ce qu'on leur présente à longueur d'années, y compris par une sorte de critique officielle, et qui fait que toute une partie de la littérature jusqu'aux essais est dans une espèce d'angle mort, et ne sera jamais relayé, alors qu'il y a peut-être beaucoup de plaisir à attendre de formes plus ouvertes, différentes, de formes qui s'inventent. Nous, on fait des espèces de prototypes à usage unique, hein, faut être clair, hein, on les jette une fois qu'on a terminé, et on passe à autre chose. Et la simple déroute, c'est accepter que la lecture soit une expérience, quoi, et en revenir à la grande question de la lecture est une expérience. Bon, j'en parle très sérieusement pour un texte qui est très con, mais c'est de cet ordre-là. Il faut que, voilà, que le lecteur, à nouveau, pense que la lecture est une expérience et qu'il faut accepter de ne pas comprendre pendant un certain temps pour pouvoir peut-être comprendre après, quoi, ou avancer. Mais ça, je pense que c'est extrêmement important, et le fait d'utiliser ce levier en fait qui est négligé en fait, ou qui est l'humour, enfin, mais l'humour qui vient du langage, pas l'humour qui vient justement d'une création de situation, enfin, de choses qui est pas un humour cinématographique, enfin, mais qui est un humour vraiment des mots. À base de calembours, de jeux, de mots, enfin précisément. Je trouve qu'il y a quelque chose de précieux. Et moi, j'ai le sentiment que un certain nombre d'auteurs qui, eux, ne procèdent pas en fait de trucs, mais viennent plutôt
dirais, du roman classique au départ. Moi, parmi les auteurs qui me touchent le plus, ne sont pas les seuls, je suis aussi un lecteur un peu boulimique, mais je pense à quelqu'un, tu vois, qu'on s'attendrait pas nécessairement à convoquer ici, mais qui est Philippe Jaénada, qui utilise notamment l'art de la parenthèse, de la digression, d'enchasser en fait 3, 4, 5 digressions à l'intérieur du truc, qui est en fait une ressource langagière, enfin et linguistique, enfin tu vois, mais pour arriver à créer un comique qui vient pas du fait qui raconte une histoire drôle, c'est simplement que la succession d'abîmes qu'il met en place finit par créer son propre comique et devient passionnante parce qu'on se dit mais où est-ce qu'il va s'arrêter, enfin et on se marre quand on voit qu'il change de registre comme ça, et il y a vraiment quelque chose, et là dans une forme tu vois romanesque qui par ailleurs est classique, et enchaîne des phrases évidemment qui au bout d'un moment font 3 pages parce que il y a une nouvelle impression d'Afrique de Roussel, par exemple. Alors il y a le travail effectivement de mais qui est de jouer sur l'enchâssement, sur la sidération que provoque, mais qui crée un comique parce qu'on se dit mais c'est pas possible, enfin il y a le côté incrédulité face à ça, et moi il y a certains des jeux de mots en fait qui étaient déjà à l'œuvre dans j'allais dire Pauvre Belgique, tu vois, dans Pauvre Baudelaire pardon et dans évidemment le banquet de Platon, de Plafond, où on se dit mais est-ce que, et oui, il a osé, et puis en même temps, on se dit, ah mais voilà, et on sent dans la réaction à la lecture à voix haute, tu vois, une partie des gens, on est là, on écoute, et puis on se dit, ah, celui-là était facile. Et puis en fait, il rebondit sur un autre qui est moins facile, et tout à coup, on est pris dans une espèce de vertige en se disant, mais oui, nous, en premier réflexe, on pense que le langage, il nous emmène là, puis en fait, il nous emmène là aussi, et là aussi, et là aussi, et ça, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose qui est de l'ordre de l'utilisation pas du tout bête, contrairement à ce que tu dis, avec une forme, oui, j'espère, de fausse modestie, mais de façon extrêmement intelligente, de l'humour, justement, et d'un ressort comique, mais qui est pas un ressort comique de rires et chansons, quoi. J'ai rien contre rires et chansons en soi, mais je trouve qu'il y a vraiment, ouais, de retrouver le levier de l'humour, en fait, pour faire quelque chose de... Oui, puis une forme de fantaisie, c'est pas très, c'est plus très à la mode dans la littérature, juste la question de la fantaisie. Alors pas la fantaisie avec ton Y, mais oui, la simple, une forme de légèreté, quoi, d'être à l'écoute, une possibilité de légèreté dans le texte. Alors après, il faudrait pas que ça devienne quelque chose de systématique, etc., parce que heureusement que de l'autre côté, il y a des choses qui s'articulent et qui se pensent. C'est pas ça qui est forcément visé. Tu vois, ce qui est visé, c'est simplement d'ouvrir un espace qui soit un espace de liberté dans la langue et d'essayer d'utiliser la potentialité de la langue pour y parvenir, quoi. Mais tu le dis mieux que moi, je trouve. Mais par rapport à ce que tu dis, je trouve en revanche, et c'est bien, tu vois, qu'il y ait des espaces qui permettent, qui poussent et qui favorisent en fait ce jeu, justement, en disant non mais les registres sont pas figés, tu disais, par rapport à l'esprit de sérieux, et c'est vrai que, alors là tu rencontres une préoccupation, moi de lecteur et aussi de libraire, qui est toujours d'essayer de dire on peut faire des choses extrêmement sérieuses sans se prendre au sérieux. Et en fait, en utilisant le fait de ne pas se prendre au sérieux pour faire des choses en réalité très sérieuses. Moi, je suis quelqu'un d'extraordinairement sérieux en réalité, mais j'adore me marrer. Et en revanche, il y a des questions de réception derrière qui sont pas neutres du tout, et je trouve que c'est pas si simple. Quand des auteurs qui sont réputés sérieux, expérimentaux ou non, mais en tout cas sérieux, tu vois, font des choses qui jouent justement de ces registres-là, il va y avoir une partie de leur lectorat, de la critique, qui va dire non, c'est quoi cette farce, c'est quoi cette gaudriole, il avait envie de se détendre. Et je pense à quelqu'un comme Claro, tu vois, qui écrit quand même des textes extrêmement sérieux. Personne n'envisagerait de dire que Cosmos c'est une grosse farce, tu vois, par exemple. Et à côté, il va y avoir Dans la queue le venin ou Les aventures du jeune ver de terre. Je pense que ma citation du titre est mauvaise, mais enfin bon, qui sont des choses effectivement où il y a de l'humour de la phrase, de la langue, on joue sur les ambiguïtés, sur le calembour, et il y a une partie du lectorat qui fait les gros yeux, quoi, en disant bah qu'est-ce que c'est que ça, enfin, parce qu'il y a clairement, je pense qu'il y a clairement un interdit qui date. Il y a quelqu'un qui en a
qui en souffre toujours, c'est Alphonse Allais, par exemple. Mais Auquel on a un Alphonse certain Allais, mépris. il y a quand même un héritage d'Alphonse Allais, on en parle régulièrement. C'est pas si oublié que ça. Je pense pas que ça soit si oublié que ça. Peut-être pas oublié, mais pas nécessairement pris au sérieux, justement. Enfin, oui, voilà. Ah oui. Je pense que Captain Cap est un chef-d'œuvre de littérature. Voilà quelqu'un qui, sans se prendre au sérieux, dit des choses fondamentales. Mais c'est quelque chose que Pierre Jourde, d'ailleurs, avait très bien traité quand il parlait de l'incongru dans Empailler le Toréador, où il passait en revue un certain nombre d'auteurs fin du 19e siècle, début du 20e siècle, qui étaient pour la plupart tombés dans une extraordinaire désuétude, sans être devenus inconnus. Et puis il peut y avoir des revivals de temps à autre, mais des gens qui étaient bons envoyés à l'anecdotique, alors qu'il y avait quelque chose de vivant, de fort et de très intelligent à l'œuvre, mais que le fait de jouer avec des registres de comique, de farce ou d'incongruité, enfin tu vois, tu disais de fantaisie. C'est ça, c'était illégitime. C'est devenu illégitime. Et on lit Apollinaire, on lit Alcool, on lit les Calligrammes. Qui lit l'Hérésiarque, qui est un texte à peu près du même calibre que Captain Cap. Bon, mais c'est vrai, il y a clairement une tradition littéraire de ce côté-là, mais depuis, on va dire, à part les exceptions dont on a parlé, il y en a une dizaine, quoi, en fait, qui depuis 50 ans n'est pas, ne trouve plus preneur, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, si on présente un texte comme ça à un éditeur, donc j'en ai connu que 2 qui ont dit, oui, ça, on l'entend. Sinon, c'est pas possible. Et d'ailleurs, on pourrait penser que l'humour et qu'un répertoire plus léger comme ça pourrait rencontrer plus de lecteurs, et c'est pas du tout évident. C'est pas du tout évident. La lecture, éventuellement, tu peux en gagner, mais pour être en situation de lecture, il faut qu'il y ait des invitations, il faut qu'il y ait des possibilités. Et le livre en lui-même, même s'il est présenté ou défendu, fait peur. Fait peur parce qu'on se dit, bon, c'est quoi? Un livre où il pleut sur la couverture. Moi, j'ai essayé de le vendre parce que j'ai essayé de le vendre très anecdotiquement en disant que c'était un doudou parce qu'il était très doux. Je suis arrivé à convaincre quelques La qualité filles. des couvertures dans la prose était connue. Avec les couvertures Gallmeister, c'est parmi celles sur lesquelles on peut jeter de l'eau et il se passe rien. Enfin, réellement, elles sont étanches. Les couvertures étanches. Mais alors, moi, ce que j'ai, une petite chose par rapport à l'éditeur. Moi, ce qui m'a plu dans l'édition qu'en a fait Tin Bad, c'est que Tin Bad, ça se présente très sérieusement comme un livre très sérieux. Donc il y a une sorte de sobriété, voilà. Et en plus il est assez épais, quoi. Je suis assez étonné, mais l'objet étrange. Et donc ça pose quelque chose qui ne l'est pas, comme quelque chose comme étant sérieux, quoi. Donc je remercie Tin Bad pour ça, parce que je pense que je vais pouvoir avoir de nouveaux lecteurs qui vont prendre ça pour un malentendu, qui vont croire que c'est très sérieux, surtout avec je comprends pas, il y a une coquille sur le titre, pourquoi c'est... Exactement. Il y a une coquille. Voilà. Moi, j'ai posé mes 3 questions et en tout cas, j'espère que ça vous donne envie. Enfin, si vous connaissiez pas déjà le texte, que ça vous donne envie, en tout cas, de vous plonger dedans. C'est vraiment c'est un texte profondément hybride qui va. Et j'aime pas trop utiliser ce mot parce que lui aussi, il est devenu très galvaudé, mais il y a vraiment un mélange. Ce que j'avais mis sur l'ardoise en fait à la sortie de la librairie, c'est acéré et c'est jubilatoire en même temps, quoi. Et c'est chouette parce que c'est pas si fréquent, quoi, donc qu'on puisse se marrer tout le long tout en se disant il se passe des choses. Alors, on n'est pas juste en train de raconter des histoires drôles, quoi. Enfin, et donc c'est vraiment voilà un texte. Et donc je vous encourage à découvrir également Pauvre Baudelaire, le prédécesseur, il en un reste peu deux. différent. Il en reste 2. Il en reste 2 en France, ils sont là. Il y en a peut-être d'autres cachés ailleurs, mais nous il en reste 2. En Belgique. Mais en tout cas, merci infiniment. Merci à toi. Jules. Merci à vous. Merci.